Bonjour, dans une vidéo précédente j'avais présenté Kubernetes. Et bien aujourd'hui je vais aller un petit peu plus loin et je vais montrer comment modifier un conteneur. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur mon Kubernetes, il va d'abord falloir que je me connecte. Kubernetes est un ordonnanceur qui va permettre de gérer plusieurs serveurs de conteneurs. Et ici entre autres j'utilise Docker. Donc ça sert à rien d'avoir une interface graphique, je vais directement l'utiliser en ligne de commande. Alors juste pour le rappel, avant de me lancer dans la modification de mon conteneur, je vais refaire un kubectl getNodes pour pouvoir retrouver les différents nœuds, les différents serveurs de mon Kubernetes. Ensuite je pourrais faire un kubectl getPods pour pouvoir récupérer les différents pods, où j'avais expliqué qu'un pod c'était un conteneur, alors sensiblement, puisque bon en réalité un pod c'est un petit peu plus qu'un conteneur. Et puis j'avais déjà créé un fichier pour mon conteneur, donc je vais d'abord rééditer tout ça avant de pouvoir lancer mon conteneur. Mes conteneurs, je les crée à partir d'un fichier YAML. Donc j'avais pris un petit peu d'avance ici parce que sinon on va perdre beaucoup de temps un petit peu inutilement. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon fichier Debian. Donc je vais faire un cat /home/pod-debian.yml. Donc ça c'est mon fichier AML, c'est le fichier qui va me permettre de générer un pod. Donc on voit bien ici le contenu où j'utilise le type, c'est un pod, je lui donne un nom, pod Debian, je le mets dans mon espace de travail défaut, et puis je vais créer dedans dans mon pod un conteneur qui s'appelle Debian, avec une image Debian et la dernière utilisée. Je lance une commande /bin bash et puis je vais la mettre en boucle de manière à ce que mon conteneur tourne. Quand c'est fait, je vais pouvoir faire un kubectl appli-f donc pour le fichier /home/pod-debian.yml pour pouvoir créer mon pod. Effectivement, il me dit bien que le pod Debian a été créé. Maintenant que mon pod a été créé, je vais pouvoir enfin le modifier, je vais pouvoir vous montrer comment on rentre à l'intérieur et comment on va pouvoir éventuellement installer des programmes dedans. Donc sans rentrer plus dans le détail que ça, si je fais un kubectl getPods, je vais bien afficher le pod qui a été créé. Comme je lui demande pas de m'afficher tous les namespaces, il m'affiche uniquement les pods qui sont dans l'espace de travail par défaut. Si je fais un kubectl getPods-o wide, donc si j'affiche de manière détaillée mon pod, je vais bien voir qu'il a été affecté sur un de mes nœuds et pas forcément sur le nœud principal. Ici, j'ai comme nœud d'affectation Kubernetes 1. Alors justement, maintenant, comme j'ai déjà créé mon pod, j'ai son adresse IP qui est en 10.0.6. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, je vais lancer un invite de commande, je vais lancer un CMD sur mon pod de travail Windows et je vais aller voir si effectivement mon pod peut être atteint. Donc je vais faire un ping du 10.0.1.6. Alors je vais pas rentrer dans les détails du réseau, puisque bon, j'ai un réseau qui va être en 192.168.1, mes pods sont créés en 10.0.1.6. Parfois il sera nécessaire de créer une route qui va me diriger vers les adresses IP qui sont en 10.0.1.16. Donc je vais rajouter une route
dans mon système qui va me dire si je veux atteindre les machines ou les conteneurs ou les adresses IP qui sont 10.0.1.16, il faudra passer par une autre passerelle. La passerelle que j'utiliserai, c'est bien entendu mon Kubernetes. C'est lui qui va me rediriger les paquets vers mes différents pods. Alors maintenant que les présentations sont faites, je vais essayer de me connecter en SSH par exemple, puisque c'est un exemple, dans mon pod. Alors un pod c'est rien d'autre qu'un conteneur, c'est un conteneur qui est basé sur Docker, et les conteneurs qui sont basés sur Docker sont vraiment des systèmes au minimum. Il n'y a rien du tout d'installé dessus. Alors effectivement, le premier objectif va être de modifier mon pod de manière à pouvoir m'y connecter, à pouvoir travailler à l'intérieur. Donc pour pouvoir se connecter sur un pod, je vais revenir dans mon outil, je vais taper kubectl, puisque bon, c'est le logiciel qui va permettre de gérer les différents fichiers, les différents systèmes de Kubernetes. Donc je vais taper kubectl exec-it pour pouvoir intercepter le système, intercepter mon pod. Je vais lui donner le pod derrière, mon pod Debian-c, le conteneur, puisque bon, je disais qu'un pod c'est bien plus qu'un simple conteneur. J'intercepte mon pod, je vais dans le conteneur, je tape -, et je vais lui mettre la commande par défaut que je vais utiliser pour exécuter, à exécuter dans mon pod. Donc je vais lui mettre /bin/bash, c'est-à-dire que je vais aller me connecter à l'intérieur de mon pod, et puis je vais tout simplement me connecter en bash à l'intérieur. Je vais taper entrée et je vais pouvoir bien constater que cette fois je suis dans mon pod. Si je lance la commande IPA, eh bien il m'affiche l'adresse IP de mon pod. Première chose qu'on va faire avant de pouvoir se lancer, avant d'installer quoi que ce soit, je vais quand même vérifier le réseau, si ça fonctionne. Donc je vais tout simplement pinguer debian.org et je vais aller vérifier si effectivement j'ai bien accès à l'internet. Si j'ai pas d'accès à l'internet, ça reste comme une machine classique. On peut modifier l'IP, on peut modifier les DNS, on peut modifier éventuellement et au besoin les fichiers source list. On va pouvoir travailler à l'intérieur d'un conteneur comme on travaille à l'intérieur d'une machine normale, sauf que le conteneur, il est beaucoup plus léger. On n'a qu'un système d'exploitation qui fait entre 100 et 200 mégas, ça va dépendre du type de système, si c'est de la Debian, de la CentOS, de la Ubuntu ou tout autre système d'exploitation. On peut avoir aussi des pods qu'on pourra récupérer sur Docker Hub, et là on aura n'importe quel format à l'intérieur. Il y a plus de 2 millions de conteneurs aujourd'hui disponibles. Donc là, je vais pas en faire le tour, c'est évident. Donc cette fois, je suis bien dans mon conteneur, j'ai bien vérifié que j'avais de l'internet. Eh bien, c'est facile. On va commencer d'abord par faire un apt-get update, puisque forcément, le système n'a pas mis en cache les dépôts. Donc on fait d'abord un apt-get update, c'est la première manipulation à faire. Alors je suis sur une Debian, j'aurais été sur une CentOS, j'aurais fait un yum update. C'est évident. Je fais mon apt-get update, et puis ensuite, eh bien, je vais tout simplement installer les logiciels dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un serveur SSH, je vais installer mon serveur OpenSSH. On le laisse installer comme on laisse installer OpenSSH sur une machine normale. Et quand il sera fini d'installer, je n'aurai plus qu'à le configurer.
Alors il faut toujours garder en tête qu'on est dans un système qui est extrêmement léger. Nano, VI, Vim ou tous les éditeurs de texte que vous utilisez habituellement ne sont pas installés. Donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme manipulation, avant de pouvoir éventuellement modifier un fichier de configuration, il faudra peut-être installer un éditeur. Alors je viens de dire que VI n'est pas toujours installé, alors en réalité c'est vraiment le terme, c'est pas toujours, c'est suivant le conteneur que vous allez récupérer, certains auront déjà VI, d'autres l'auront pas. C'est pour ça qu'on va quand même préférer utiliser VI plutôt que Nano, parce que Nano c'est quand même relativement rare qu'on le retrouve dans un conteneur. Qu'on va pouvoir, une fois que mon éditeur de texte est installé, pouvoir modifier le fichier etc sshd config. Donc c'est le fichier qui va me permettre de configurer SSHD pour pouvoir me connecter éventuellement en route. C'est toujours pareil, j'ai que l'administrateur root qui est dedans, j'ai pas d'utilisateur créé. Root n'a pas le droit de se connecter par défaut directement sur le SSH, donc il va falloir modifier la directive permit root login. Et de la même manière, une fois qu'on aura modifié notre SSHD config, il faudra pas oublier non plus de mettre un mot de passe à mon administrateur, parce que mon administrateur n'a pas de mot de passe par défaut. Je me suis connecté directement avec la commande kubectl exec, mais c'est pas pour autant que mon root a un mot de passe. Donc il faut pas oublier tous ces petits points de détail, comme modifier le SSH, installer l'éditeur de texte et mettre un mot de passe. Et surtout, on est toujours dans un conteneur, il arrive souvent que le service, donc comme ici notre SSHD, ne soit pas démarré par défaut. Donc là on va reprendre tout simplement les fonctions de base, on va retrouver tout simplement les actions habituelles qu'on devrait faire. Donc on va pouvoir activer notre SSH avec un service SSH start ou un systemctl start SSH ou systemctl enable SSH pour pouvoir activer le SSH à chaque démarrage de mon pod. On est bien toujours dans du système de base, on est dans de la configuration de base d'un système, on a beau être dans un conteneur, ça reste un système d'exploitation comme n'importe quelle version de Linux qu'on aurait installé. Je vais pouvoir revenir dans mon invite de commande de mon Windows, et cette fois, quand je vais essayer de m'y connecter avec la commande ssh root suivi de l'adresse IP de mon conteneur, et bien cette fois on va me demander de valider le certificat, ce qui est tout à fait normal comme toutes les premières connexions. Et après avoir répondu oui, je vais pouvoir taper mon mot de passe et là me connecter directement à l'intérieur. Alors une fois que je serai à l'intérieur, c'est exactement la même chose que d'habitude. Cette fois je suis dans mon système d'exploitation, je suis à distance, ça reste un conteneur, mais l'utilisation du conteneur reste comme un système T classique. Si j'ai envie d'installer Apache, je vais tout simplement installer Apache à l'intérieur avec un apt install Apache 2 ou un yum install Apache 2. De toute façon, ça dépendra de toute façon du système d'exploitation. Après les quelques secondes habituelles d'installation du système, alors ça dépendra toujours de la taille des paquets que vous allez vouloir installer, on va faire la même manipulation. On va redémarrer notre service au besoin, parce que bon, ça marchera pas toujours du premier coup, et je vais tester mon conteneur, le service HTTP qui est à l'intérieur de mon conteneur. Donc là j'ouvre mon explorer de fichiers et puis je vais taper dedans HTTP et l'adresse IP de mon conteneur. Et là on retrouve bien ce que je disais il y a quelques minutes. Effectivement, je vérifie mon adresse IP,
Mais surtout, il faut pas oublier de démarrer les services. On est dans un système de base. Même si sur une Debian classique, il suffit d'installer le service à page 2 pour pouvoir être démarré. Là, dans ce type de conteneur, on est obligé d'abord de le démarrer. Et là, effectivement, après avoir démarré, après avoir trouvé bon nom de service, mais bon, ça dépend des systèmes, des fois c'est HTTPD, des fois c'est HTTP, des fois c'est à page 2, donc là c'était à page 2. Je constate bien que mon conteneur me fournit bien la page, mon service web. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Vous pouvez flasher le QR code sur le côté pour retrouver mes différentes vidéos ou tout simplement vous abonner à la chaîne pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, on se retrouve bientôt.